Nous sommes vendredi 7 novembre 2025. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h à la une de l'actualité nationale. Conférence de presse du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle sur la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AIS, prévu du 18 au 21 novembre 2025 sur l'esplanade du stade du 26 mars. La rencontre avec les hommes des médias s'est tenue ce jeudi 6 novembre 2025 dans la salle de conférence du ministère. Aminata Traoré et Abdoulaye Diarra y étaient pour Chérif la télévision. Initié par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, ce salon international de l'entrepreneuriat AES, prévu du 18 au 21 novembre 2025, sera un espace de rencontre, d'échange, de donner et de recevoir sur les questions liées à la promotion de l'entrepreneuriat, les contraintes à son essor, la création d'un réseau entre acteurs de l'écosystème, la valorisation des talents et la promotion de l'innovation. L'engagement et la vision du président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et les orientations stratégiques du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, au-delà des défis liés à l'intégration sous-régionale dans le cadre de l'AES, est de réaliser pour la population la sécurité, le développement économique, social et culturel. La dimension emploi, éducation et formation professionnelle est essentielle. Elle vise à terme, pour nos différents États, à soutenir le développement de nos atouts économiques et ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles à nos jeunes et à nos femmes. 4 objectifs majeurs sont attendus au cours de cet atelier. Les 4 objectifs recherchés sont: promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans l'espace confédéral. Offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes. Mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour de projets structurants. Contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. Des conférences de haut niveau animées par des ministres du Burkina, du Niger, du Mali, des experts du développement, de l'intégration et de l'entrepreneuriat. Des panels sur l'entrepreneuriat, la problématique du financement, l'écosystème entrepreneurial dans les pays de la Confédération AES, les obstacles au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes, le partenariat public-privé. Il y aura également des expositions d'initiatives entrepreneuriales animées par des champions du secteur privé et des patrons d'entreprises des pays de l'AES et d'autres pays amis invités. Des ateliers thématiques pour permettre à chaque délégation invitée de partager ses expériences réussies en termes d'accompagnement ou de création d'entreprises. Une grande compétition de plans d'affaires pour les jeunes et femmes entrepreneurs afin de découvrir les meilleures idées commerciales. Un programme de formation à l'entrepreneuriat spécialement dédié à la sensibilisation de l'entrepreneuriat et des animations culturelles. Selon la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous. Nous attendons à ce salon
quelques 5000 participants sur les 4 jours à raison de plus de 1500 personnes par jour. Les participants viendront naturellement du Mali, qui abrite cette première édition, des autres pays membres de l'AES, comme je l'avais dit tantôt, à savoir le Burkina Faso, le Niger, mais également d'autres pays invités. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise que nous vivons. Une séance questions-réponses a mis fin à la rencontre. Direction dans la deuxième région administrative du Mali, M. Hamidou Konaté, communément appelé Titi, a offert des vivres aux nécessités ce jeudi 6 novembre 2025 dans la région de Koulikoro. Cette initiative vise à apporter de l'assistance à plusieurs foyers éprouvés par la crise. Nos envoyés spéciaux, Khadija Traoré et nous Kouni. Connu pour avoir un grand cœur, M. Hamidou Konaté dit Titi fait preuve d'une grande générosité en offrant une forte quantité de vivres aux personnes vulnérables de la région de Koulikoro. Cette action humanitaire est un exemple concret de bienfaisance et de compassion de M. Hamidou Konaté envers ses concitoyens, particulièrement les plus démunis. Vu dans la manière dont le pays est actuellement, c'est l'occasion pour nous aussi de contribuer à notre manière. Bon, vu l'insécurité avec les armées, bon, je pense que tout le monde est militaire, mais de sa manière au fait. Nous, notre objectif, c'est subvenir aux besoins des vifs ainsi que du minier à travers dans les différentes régions du Mali. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a salué cette initiative et souligné l'importance de telles actions. Inyonga dogon beka itra bo sigila ka fro kulukuru kaw chama bo sigila mais mo mi sra ki hakli to kulukuru kaw la mo mi sra ki hakli to ambaw na fawla o ka dogon donc vraiment yeni minke ni activement badi ne ya mero mina a jarani kosobe hali bi ka fanta ani hawi fo kosobe ani titi balmake vraiment ga nani jarani kosobe. Les bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de joie et de reconnaissance face à cette donation qui leur permettra de subvenir à leurs besoins essentiels. Ils ont également formulé des bénédictions à l'égard de M. Hamidou Konaté qui réaffirme son engagement à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. La cérémonie a été magnifiée par la prestation d'artistes locaux et nationaux sanctionnée par la remise officielle de ces vivres nécessiteux. Actualité hors de nos frontières. À présent, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de célébration patriotique. Ce jeudi 6 novembre 2025, le premier cérémonial militaire d'hommage mensuel à Thomas Sankara s'est tenu au mémorial qui porte son nom à Ouagadougou. On en sait plus avec Moussa Fomba. Institué par les autorités de la transition, le 15 octobre 2025, jour anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, a vu la mise en place d'un cérémonial militaire d'hommage mensuel. Désormais, chaque premier jeudi du mois, les Burkinabés auront rendez-vous au mémorial de l'ancien président révolutionnaire pour un moment de recueillement, de réflexion et d'unité nationale. La cérémonie inaugurale, débutée à 15h15 heure locale sur le site du mémorial, ce jeudi, a été placée sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. Devant un parterre d'invités, de représentants des forces armées et de citoyens venus nombreux, il a rendu un hommage appuyé à celui qu'il a qualifié de boussole morale et politique pour le peuple burkinabé. Dans son allocution, le président de l'Assemblée législative de transition a invité le peuple burkinabé à s'approprier ce cérémonial et à y participer activement. L'héritage du capitaine Thomas Sankara n'appartient pas au passé, mais à notre présent et à notre avenir. Chaque cérémonie est un appel à vivre ses idéaux, l'intégrité, la justice sociale,
la souveraineté et l'amour de la patrie, a-t-il déclaré. À travers cette initiative, le gouvernement burkinabé entend ancrer les valeurs sankaristes au cœur du renouveau national prôné par le capitaine Ibrahim Traoré et sa révolution progressiste populaire. L'instauration de ces hommages mensuels survient à un moment où, au Burkina Faso, il est question de redéfinition du projet national. En s'appuyant sur la figure de Thomas Sankara, symbole de courage, d'indépendance et d'intégrité, les autorités souhaitent mobiliser les énergies autour d'un idéal commun, celui d'un Burkina Faso souverain, solidaire et résilient face aux défis sécuritaires et économiques. Le mémorial Thomas Sankara, lieu de mémoire mais aussi d'éducation patriotique, devient ainsi un espace vivant de transmission de valeurs révolutionnaires. À travers la musique militaire, les dépôts de gerbes, les minutes de silence et les discours officiels, ce cérémonial ambitionne d'entretenir la flamme du sankarisme et de rappeler aux jeunes générations le sens du sacrifice et du service à la nation. Presque 40 ans après sa disparition tragique, Thomas Sankara demeure une figure centrale de l'imaginaire collectif burkinabé et africain. Pour beaucoup, il incarne la probité, la dignité africaine et la lutte contre la dépendance. En instituant ce rituel national, le Burkina Faso institutionnalise la mémoire du capitaine des pauvres et en fait un pilier du renouveau patriotique. Une dette invisible estimée à près de 7 milliards de dollars bouleverse le Sénégal et ses relations avec le Fonds monétaire international. Révélé lors d'une mission conduite par Edouard Gemayel, cette situation confirme les inquiétudes de la Cour des comptes sur un endettement réel proche de 100% du PIB. Bien au-delà du chiffre officiel, ces scandales financiers remettent en cause la crédibilité budgétaire du pays, bloquent les négociations avec le FMI et soulèvent des vives interrogations sur la transparence et la gouvernance économique du Sénégal. Moussa Fomba pour le commentaire. La mission actuelle du Fonds monétaire international FMI au Sénégal, dirigée par Edouard Gemayel, a suscité une onde de choc en dévoilant qu'entre 2019 et 2024, le pays pourrait avoir accumulé une dette invisible d'environ 7 milliards de dollars, soit près de 4 250 milliards de francs CFA. Cette révélation confirme et étend les conclusions du rapport de la Cour des comptes du Sénégal publié en février 2025 qui estimait l'endettement réel de l'État à près de 100% du produit intérieur brut à PIB, contrairement à un niveau officiel fixé à un peu plus de 70%. Cette dissimulation a non seulement risqué de fausser les indicateurs macroéconomiques, mais elle a également perturbé les négociations entre Dakar et le FMI. Les discussions pour un nouveau programme d'aide sont bloquées tant que ne sont pas apportées des corrections structurelles. Le chef de mission a affirmé qu'il n'avait jamais vu une dette cachée de cette importance en Afrique. L'enjeu est double. D'un côté, la crédibilité budgétaire du Sénégal est mise à l'épreuve. De l'autre, les bailleurs et créanciers internationaux exigent désormais des garanties de transparence avant d'engager de nouveaux financements. La sous-évaluation de l'endettement a eu des répercussions majeures sur la gestion des finances publiques sénégalaises. Sous l'ancien régime de Macky Sall, l'État affichait un taux de dette publique officiel à environ 70% du PIB, tandis que la Cour des comptes le réévaluait à près de 100% au 31 décembre 2023. Cette différence conjoncturelle a permis à l'administration de contracter des emprunts supplémentaires à des conditions plus avantageuses en affichant un profit moins endetté. Le chef de mission du FMI a précisé qu'il s'agissait d'une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette. La conséquence directe a été la suspension d'un programme de près de 1,8 milliard d'euros avec le FMI, en attendant des clarifications sur les montants et leur justification. Le Sénégal se retrouve désormais dans une position financière délicate. Les agences de notation ont revu à la baisse leurs perspectives et le service de la dette absorbe une part croissante des recettes de la dette. Face à cette réalité, le gouvernement d'Ousmane Sonko dévoile un plan de redressement ambitieux. Objectif annoncé, ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2027, tout en centralisant la gestion de la dette dans un ministère unique et en publiant l'audit des arriérés. Ces mesures sont jugées indispensables par le FMI qui envisage un nouveau programme. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'une politique d'austérité drastique, mais d'un équilibre à trouver entre contrôle budgétaire et maintien de la croissance, notamment via l'exploitation future des ressources pétrolières et gazières.
L'actualité internationale se poursuit en direct sur nos antennes, en plus bref et en images par Moussa Fomba. Le Liban a libéré Hannibal Kadhafi, fils du dirigeant libyen Muammar Kadhafi, arrêté à Beyrouth en 2015, a rapporté le portail d'information Libanon 24. Les autorités libanaises ont libéré Hannibal Kadhafi, le fils du défunt dirigeant libyen Muammar Kadhafi, et ont levé l'interdiction de quitter le pays, a-t-on déclaré. Selon cette source, un tribunal libanais a libéré Hannibal Kadhafi du paiement d'une caution de 11 millions de dollars. Le gouvernement libyen a exprimé sa profonde gratitude au président libanais Joseph Aoun et au président du Parlement Nabih Berri pour leur coopération dans la résolution de ce problème. Le fils de Kadhafi, âgé de 50 ans, a été enlevé en 2015 par des militants du mouvement chiite Amal en Syrie voisine, où il vivait en exil politique, puis remis aux autorités libanaises. En 2017, l'accusé a été inculpé de dissimulation d'informations concernant l'imam chiite Moussa al-Sadr, disparu en 1978 en Libye. Le gouvernement des États-Unis est prêt à collaborer avec le gouvernement du Nigeria pour protéger les chrétiens et garantir la sécurité en Afrique de l'Ouest, a rapporté Newsweek, citant un représentant du département d'État. Le New York Times avait précédemment cité des sources selon lesquelles le commandement des forces armées américaines pour l'Afrique, AFRICOM, avait élaboré pour le compte du Pentagone 3 plans de combat contre les militants islamistes au Nigeria. Il est supposé que les États-Unis peuvent apporter leur soutien aux forces gouvernementales nigérianes sans participation directe de troupes américaines, soit en lançant des frappes de drones contre les positions islamistes, soit en déployant un groupe aéronaval équipé de chasseurs et de bombardiers dans le golfe de Guinée. Le président nigérian Bola Tinubu a rejeté les accusations de Trump, déclarant que qualifier le Nigeria de pays d'intolérance religieuse ne correspond pas à la réalité et que de telles affirmations ne tiennent pas compte des efforts déployés par son gouvernement pour protéger les libertés religieuses et de conscience de tous les Nigérians. Selon lui, Abuja entretient un dialogue ouvert et constructif avec les responsables chrétiens et musulmans et continue de répondre aux défis sécuritaires qui menacent les résidents, quelle que soit leur appartenance religieuse. Le président américain Donald Trump s'attend à ce que de nombreux pays rejoignent les accords d'Abraham visant à normaliser leurs relations avec Israël. Je viens d'avoir un excellent entretien téléphonique entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Le Kazakhstan est le premier pays de mon second mandat à adhérer aux accords d'Abraham, les premiers d'une longue série, a-t-il écrit sur la plateforme Troche Sociale. Il s'agit d'un grand pas en avant pour bâtir des ponts entre les peuples. Aujourd'hui, de plus en plus de nations s'engagent à instaurer la paix et la prospérité grâce à mes accords d'Abraham. Nous annoncerons prochainement une cérémonie de signature pour officialiser cet engagement et de nombreux autres pays cherchent à rejoindre ce groupe soudé, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont joué un rôle de médiateur dans la conclusion des accords d'Abraham entre Israël et plusieurs pays arabes en 2020-2021. En 2020, Israël a normalisé ses relations avec Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc. En 2021, le Soudan a établi des relations diplomatiques avec l'État hébreu. Avant les accords d'Abraham, Israël n'entretenait de relations diplomatiques qu'avec l'Égypte établie en 1979 et la Jordanie établie en 1994 parmi les États arabes. Le Sénat américain a rejeté une résolution visant à empêcher le président Donald Trump d'attaquer le Venezuela sans autorisation du Congrès, selon une retransmission en direct de la séance par C-SPAN. Le Congrès n'a déclaré la guerre ni n'a adopté d'autorisation législative spécifique pour l'usage de la force militaire contre la République bolivarienne du Venezuela, ni contre aucune organisation criminelle transnationale, précise le document du Sénat. CNN a rapporté jeudi, citant des sources, que l'administration Trump sollicite un avis juridique distinct du ministère de la Justice qui justifierait le lancement de frappes contre des cibles terrestres sans avoir besoin de demander au Congrès l'autorisation d'utiliser la force militaire. Des responsables de l'administration américaine, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio et le chef du Pentagone, ont indiqué mercredi aux parlementaires lors d'une réunion à huis clos que les États-Unis ne disposaient actuellement d'aucun plan ni d'aucun fondement juridique pour mener des attaques contre des cibles terrestres au Venezuela. Ils ont expliqué que l'avis juridique en vigueur n'autorisait que des frappes contre les navires soupçonnés par les autorités américaines de transporter de la drogue.
La marine américaine a mené plusieurs frappes de ce type depuis septembre. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end.